Bonjour. Aujourd'hui 4 avril 2020, tous les pays de notre planète sont touchés par une redoutable épidémie provoquée par le Covid-19. C'est la première grande pandémie mondiale du XXIe siècle. Les réseaux sociaux, les canaux de communication nous rappellent tous les jours à longueur de temps les précautions à prendre pour éviter la contagion. Se laver les mains, éviter les contacts, mettre des gants et des masques lorsque l'on est auprès des malades et surtout, rester confiné pour ne pas répandre la maladie. En d'autres temps, d'autres pandémies meurtrières ont sévi dans notre pays. Nos ancêtres ont été confrontés à des épidémies qui ont décimé les familles entières. La science était alors de peu de secours. En 1849, le Loir-et-Cher est frappé par une épidémie de choléra. Déjà à l'époque, les médecins essayent de comprendre la maladie et sa propagation, à la recherche du cas zéro, même s'ils ne l'appellent pas encore ainsi. Tout commence au bourg de Villexenton, situé sur un plateau élevé de la Beauce, bien aéré. 130 personnes y vivent, dont Jacques Lemaire et sa famille. Jacques Lemaire est cordonnier et vit avec sa femme Julie Couillard et leur fils Jacques Augustin. Le couple est marié depuis 7 ans. Jacques a passé plusieurs jours à Paris, dans une maison rue Mouffetard. À l'époque, c'est un quartier insalubre où sévit la maladie. Après un long voyage, il est de retour chez lui, le 8 juin 1849. Le lendemain, il tombe malade. Le diagnostic tombe, c'est le choléra. Il n'en meurt pas mais contamine Julie qui décède 3 jours plus tard. Jacques Lemaire est le patient zéro pour le Loir-et-Cher. Julie est la première victime de l'épidémie. La maladie se propage très vite dans le bourg, d'abord chez les voisins, puis de proche en proche, elle va décimer plus de 10% de la population. Pour leur venir en aide, le docteur Ferrand, dont le cabinet médical est installé à Mer, à 8 km de distance, va effectuer plus de 86 visites et fera le voyage à 31 reprises entre le 11 juin et le 6 juillet 1849. Heureusement qu'il ne s'agit pas d'un vieux médecin mais d'un jeune trentenaire. Sa première visite sera pour Julie Couillard, trop tard. Le 11, la maladie s'installe dans le bourg. Elle passe dans la maison de Joseph Pagnac, entrepreneur en maçonnerie qui héberge plusieurs de ses ouvriers maçons. Le médecin est appelé en urgence dans la nuit, mais il ne peut rien faire pour Jean de Bouchot, 19 ans. Le jeune homme décède chez son patron à 2 heures du matin. Le docteur est retourné chez lui, mais il revient, rappelé au foyer de Sylvain Hilaire, cultivateur. Ce foyer sera le premier d'une longue série. Aristide Ferrand est appelé de maison en maison, et parfois doit revenir dans un foyer déjà visité. Il effectuera 12 visites dans la même journée. Il passe 3 fois chez le charpentier Biron, 3 fois chez Louis Menon le vigneron. Il visite aussi les foyers de Toussaint Couillard et de Pierre Poté, le cordonnier. La famille d'Eugène Vénangeon, l'instituteur de la commune, n'est pas épargnée. Sa maison est sur la liste du médecin, ainsi que celle d'Adrien Debré le maréchal. Et les visites s'enchaînent. Il doit également visiter le foyer de Pierre Métivier, propriétaire cultivateur, puis celui de Denis Chouard, le boulanger de la commune. Les 3 visites à Louis Menon ne le sauveront pas. Il décède le lendemain, à 8 heures du matin, à l'âge de 70 ans. Le docteur est de retour dans le bourg. Il retourne chez Toussaint Couillard, Adrien Debré, Sylvain Hilaire, où la maladie sévit toujours. Un nouveau foyer est touché, celui de François Coulmeau, domestique. À 7 heures du soir, Honorine Menon, 24 ans, couturière, décède chez ses parents Pierre Menon et Madeleine Roubalet. La famille n'a pas encore été visitée par le docteur, mais Honorine est la nièce de Louis Menon. Est-ce là qu'elle a été contaminée, en soignant son oncle? Le 14 juin, de retour dans la commune, le docteur Ferrand continue à soigner la famille de Sylvain Hilaire et celle de Pierre Poté. Mais à 8 heures du matin, la petite Ernestine Irène Poté, 6 ans, succombe à la maladie. La liste des foyers touchés ne cesse de s'agrandir. Le 15 juin, le médecin fait 2 voyages depuis Mer et 8 visites dans les foyers contaminés. Il se rend chez Joseph Lenormand, cultivateur, mais ne peut sauver son fils Joseph, 7 ans, qui succombe à l'épidémie et décède à 8 heures du matin. La maladie est toujours chez Denis Chouard et Sylvain Hilaire. Elle sévit encore chez Joseph Pagnac, le maître maçon, où elle atteint Étienne Dupuis, jeune ouvrier maçon de 14 ans. De nouveaux foyers sont touchés, celui d'André Leroux, vigneron, et de Jean Leroux, autre vigneron. À 10 heures du soir, André Leroux décède chez lui, il avait 48 ans. Il laisse sa veuve Marguerite Gourdin aux prises avec la maladie. Le lendemain, de retour au bourg, le médecin visite de nouveau la maison de Denis Chouard, Sylvain Hilaire, Joseph Pagnac. Il doit rajouter à sa liste le foyer de Jean Fesneau, le beau-frère d'André Leroux. Il n'a pas le temps de soigner Louis Tavernier, 66 ans, tisserand, qui décède chez lui, à 11 heures du matin. La mort laisse le bourg tranquille pendant quelques jours, durant lesquels le docteur Ferrand multiplie les voyages entre Mer et Villexenton et les visites dans les maisons touchées du bourg. De nouveaux foyers sont atteints, celui de Barthélemy Roux, celui de Madeleine Tavernier, la sœur de Louis, celui de Madeleine Cocher, l'aubergiste, celui de Charles Blanchet, le charron. Le 21 juin, la mort revient dans le bourg et emporte à 2 heures du matin Madeleine Tavernier, 62 ans, 5 jours après son frère. Ce jour-là, les soins apportés dans les foyers de Marguerite Gourdin et Charles Blanchet obligent le médecin à revenir à Villexenton.
En début d'après-midi, à 14 h, le foyer de l'instituteur, Eugène Vélengeon, est endeuillé par la mort de son plus jeune fils, Omer, 2 ans. Les jours qui suivent semblent interminables pour les malades et leurs familles. La peur de perdre un être cher se mélange à la peur d'être contaminé. Le 22 juin, le docteur doit rajouter le foyer de Pierre Vernouillet-Tisserand et celui de Marguerite Quentin à la liste des lieux contaminés. Le 24, 3 nouveaux foyers sont touchés. Celui de Louis Boutet, celui de François Renard et celui de Jacques Bury. Marguerite Gourdin, elle, a perdu son combat contre le choléra. La veuve d'André Leroux est décédée à 1 h du matin à l'âge de 46 ans. La nuit aura également été fatale au petit Charles Théodore Blanchet, 1 an, fils du Charron, emporté à 4 h du matin. Le docteur Ferrand n'a pas le temps de visiter la maison de Pierre Julien, dont la femme Marguerite Moron décède ce jour-là à 8 h du matin. Elle avait 63 ans. Louis Boutet décède à son tour à 5 h du soir, à l'âge de 57 ans. La commune perd ainsi 4 habitants en une seule journée. Inlassablement, le docteur Ferrand continue les voyages et les visites. Le 26 juin, Madeleine Moron, 74 ans, décède à 2 h du matin sans que l'on sache si c'est le choléra qui l'a emporté. C'est la sœur de Marguerite Moron, décédée 2 jours plus tôt. Les jours qui suivent, les soins du médecin vont se concentrer sur les maisons de François Renard et d'Adrien Debré, le maréchal. Mais le choléra sévit toujours dans les autres foyers. Pierre Menon, 62 ans, décède à 1 h du matin le 29, 16 jours après sa fille. Le 1er juillet, le foyer du garde champêtre est rajouté à la liste. Le 2, le docteur passe toute la journée au chevet des Faillants et des Renards. Mais il perd le combat pour Marguerite Garnier, 50 ans, la femme de François Renard, qui décède au petit matin du 3. Elle sera la dernière victime de l'épidémie dans la commune de Villers-Santon. Un sursaut de la maladie touche les foyers du garde champêtre et de Pierre Vernouillet, qui mobilise l'attention du docteur. Les jours qui suivent voient le spectre du choléra s'éloigner puis disparaître, et le docteur peut enfin cesser ses visites. Seul le bourg de Villers-Santon aura été touché. Sur les 56 foyers qui le composent, 28 ont été touchés par le choléra et 14 ont été endeuillés. 17 habitants du bourg ont perdu la vie. Les habitants des hameaux voisins ont soigneusement évité le bourg, préservant ainsi leur vie et leur santé. Cela aurait pu se terminer ainsi avec la mort de Marie Garnier. Cela aurait dû se terminer ainsi. Ce ne fut malheureusement pas le cas. Mais pour connaître la suite, il faudra attendre la prochaine vidéo. En attendant, qu'est devenu notre patient zéro? Jacques Lemaire a survécu à la pandémie. Il a quitté Villers-Santon pour aller vivre à Blois, où il a exercé son métier de cordonnier. Il s'est remarié l'année suivante.